artificielle. On parle des géants compagnies de la technologie. On parle de Facebook, de Amazon, de Baidu. On parle aussi de Google. Et quand on parle de Google dans l'intelligence artificielle, on parle de sa contribution pour le grand public. On parle de TensorFlow. Alors, dans cette présentation, je vais essayer d'établir une application en utilisant l'API TensorFlow pour réaliser le cas d'étude classification des images. Je vais commencer la présentation par une question. Est-ce que l'ordinateur est capable de distinguer entre les images ou entre les objets? L'ordinateur, via des programmes, est-ce qu'il est capable de distinguer des objets dans des images? C'est-à-dire, lorsque vous donnez une image à un ordinateur et vous lui demandez est-ce qu'il est capable de faire la distinction, c'est-à-dire de quoi il s'agit. Comment? Alors, la classification, la distinction entre les objets par l'ordinateur, c'est normalement non. On va voir, donc c'est l'objectif de cette présentation. On va voir est-ce que l'ordinateur est capable de faire la distinction entre les objets. Par exemple, si je demande à vous de me dire qu'est-ce qu'elles contiennent les deux images. Donc un chiot et un chaton. Alors vous voyez que l'être humain arrive facilement à déchiffrer le contenu visuel de l'image. Tout simplement. Pourquoi? Alors que la tâche pour l'ordinateur est une tâche pénible et complexe. On va voir pourquoi. Pourquoi l'humain arrive à distinguer ou à déchiffrer le contenu visuel de l'image facilement alors que la tâche est complexe et difficile pour l'ordinateur. Vous voyez que l'être humain arrive facilement à déchiffrer le contenu de l'image sans réflexe, alors que c'est une tâche qui est complexe pour l'ordinateur. Tout simplement parce qu'on a appris à reconnaître les images. Dès l'enfance, on essaie de poser des questions sur nos parents, de quoi il s'agit d'un chat, il s'agit d'un chien, et par la suite, donc on apprend petit à petit à reconnaître les objets, et par la suite, donc on peut décider, on peut prendre des décisions sur des nouvelles données. Le problème, c'est que l'être humain, il voit l'image réelle, alors que l'ordinateur, il voit une image numérique. Ce qu'il voit l'ordinateur a des difficultés pour reconnaître ou pour distinguer entre les objets, tout simplement parce qu'on ne lui donne pas l'image réelle. Ce qu'on voit, nous, on voit l'image, mais ce qu'on donne à l'ordinateur, ce sont des matrices des nombres. La même chose pour l'être humain. Si je pose maintenant 3 matrices avec des nombres et je pose la question qu'est-ce qu'elle contient l'image, il ne va pas arriver, donc personne ne va arriver à comprendre ou à déchiffrer le contenu visuel de l'image. Donc la complexité, ce n'est pas l'ordinateur qui n'est pas capable, mais le problème c'est que ce qu'on donne à l'ordinateur. Ce qu'on donne à un ordinateur, il y a 2 types de programmation. La question que je posais sur est-ce que l'ordinateur est capable de distinguer les objets, pour la première type de programmation, l'ordinateur est incapable de distinguer ou de déchiffrer le contenu visuel de l'image. Par contre, lorsqu'on parle de deuxième approche de programmation, là on parle de l'apprentissage, l'ordinateur peut déchiffrer et peut distinguer et peut faire la classification des images. Vu que dans la première partie, on donne, comme vous savez, donc on donne les données et on donne un programme et on demande à l'ordinateur d'appliquer le programme sur les données pour avoir des résultats.
Alors que dans la deuxième partie, on donne trois choses. On donne le programme, le squelette, on donne aussi les entrées et on donne les sorties. Et on demande à l'ordinateur d'apprendre à partir de ces données pour sortir quoi? On n'attend pas les résultats, mais on fait sortir un programme. Un programme capable d'agir sur les nouvelles données. Donc, la question que je posais sur est-ce que l'ordinateur est capable de distinguer entre les images, via l'approche de programmation classique, c'est incapable, mais la question a été résolue partiellement en utilisant ce qu'on appelle les algorithmes d'apprentissage ou les algorithmes d'apprentissage profond. Parce qu'on fait un programme qui va apprendre à partir des données et par la suite, il va agir sur les... Par exemple, pour faire traîner un ordinateur, c'est-à-dire pour laisser l'ordinateur ou donner la capacité à l'ordinateur de distinguer entre les images, donc on essayait d'appliquer la deuxième approche. Il s'agit d'apprentissage automatique ou apprentissage profond. Et on essayait de traîner l'ordinateur sur des images. Avec donc, les images avec les étiquetées ou avec les étiquettes. Et on essayait de traîner l'ordinateur sur le corpus des images. Bien sûr, en lui spécifiant chaque fois, c'est l'image qui représente la classe A, c'est la classe B, c'est la classe C, ainsi de suite. Donc, après l'entraînement, on pose la question sur l'ordinateur de nous dire de quoi il s'agit. C'est un exemple de classification des images. Donc la classification, c'est quoi? C'est, je peux dire, c'est la prédiction de la classe de l'objet principal de l'image après un entraînement sur un corpus des images étiquetées. Vous voyez que j'ai noté pour les noms, parce que lorsqu'on fait un programme de classification ou d'apprentissage, le programme ne va pas vous sortir des mots, il va vous sortir des symboles, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, ce sont des symboles. C'est pour cela, vous voyez qu'à chaque image, à chaque étiquette, je dois spécifier un nombre, parce qu'on va faire sortir un nombre. On peut voir la classification d'une autre manière, c'est-à-dire comme un mappage des données sur des symboles. C'est-à-dire on donne à l'ordinateur des matrices des nombres et on lui demande de nous faire sortir donc des symboles. C'est-à-dire est-ce que 1, mais on sait déjà, le 1, est-ce qu'il s'agit d'un chien, est-ce qu'il s'agit d'un chat, d'un objet quelconque. Quand on parle de la classification, on parle de deux parties. Comme vous savez, bon, c'est déjà cité par tout le monde. Donc on parle de deux phases, surtout lorsqu'on parle de l'apprentissage supervisé. Donc il y a la phase d'entraînement, il y a la phase de test. Je vais situer donc la perception visuelle faite par l'être humain. L'être humain ne distingue pas seulement les objets, est-ce qu'il est chat, est-ce qu'il est chien, mais il arrive à localiser, à le situer, à avoir beaucoup d'informations. C'est pour cela, donc vous voyez, je vais essayer de situer la classification par rapport à d'autres techniques de perception visuelle. Je commence par la classification que j'ai définie, c'est la prédiction de la classe de l'objet principal de l'image, alors que l'ordinateur peut faire mieux que la distinction entre les objets. Elle peut arriver, plus la classification et la distinction entre les objets, elle peut arriver à localiser l'objet dans l'image. On parle de localisation. Il y a aussi, elle peut aller plus loin avec la détection. Donc, quand on parle de la détection, c'est la localisation, sauf que les objets peuvent être de différentes tailles et de n'importe quel nombre. On peut aller plus loin avec la segmentation, où l'ordinateur est capable d'étiqueter chaque pixel dans l'image. Comme vous voyez dans l'image, donc l'ordinateur arrive à étiqueter chaque pixel dans l'image. Si on parle de l'application, par exemple, vous voyez qu'ici, il y a une segmentation de la route avec tout ce qui est building, tout ce qui est ciel, tout ce qui est piéton, tout ce qui est personne, ainsi de suite. Parce que, bon, on va voir, donc, peut être déployé
dans des applications d'intelligence artificielle et de reconnaissance des objets. Juste pour avoir une idée entre la classification et la détection, donc vous voyez la classification, c'est juste, on dit de quoi il s'agit. Mais pour la détection, on arrive à localiser l'objet. Si vous parlez de l'application, c'est-à-dire, bon, maintenant vous entendez qu'on peut produire des annotations pour les images, on peut produire des descriptions des images, et la localisation, ça va permettre de générer ce type de description des images. Ce type de technique et d'application, on peut les déployer dans les robots, dans les voitures autonomes et dans les systèmes de surveillance intelligence. Par exemple, ces systèmes intelligents, ils font de la perception via des caméras. Ils font de la perception via des caméras qui génèrent des images. Mais l'image doit être comprise, doit être déchiffrée. On doit avoir donc le contenu de l'image pour qu'on puisse agir. Et vous voyez dans la première image, si le robot n'arrive pas qu'il s'agit d'une porte, donc il faut l'ouvrir, ça va tout gâcher. Donc, ces systèmes-là, j'ai présenté ces systèmes tout simplement parce que ces systèmes sont basés à 80% sur la perception visuelle. C'est-à-dire ils font avoir de l'information de l'environnement via la perception. Et ces systèmes se localisent, se déplacent, localiser les objets via la classification ou via la localisation ou les techniques que je présentais avant. Donc, ces systèmes, ils font de la perception, c'est-à-dire le cerveau de ces systèmes, ce sont des applications qui font la localisation, qui font la détection, qui font la classification. Comme ça, elle peut comprendre l'environnement. Et si on comprend l'environnement, on est capable d'agir. Tout ce qui concerne une petite introduction sur la classification des images, à quoi sert la classification des images. Maintenant, je vais passer vers l'outil qui est TensorFlow. Donc, puisque le tutoriel sur TensorFlow. Alors, pourquoi je vais utiliser TensorFlow? Le fait qu'il existe plusieurs frameworks. Autres frameworks. On parle de Café de Facebook, on parle de CNTK de Microsoft, on parle de Torch, on parle de Tiano, on parle de... Il y a assez des frameworks. Pourquoi spécialement TensorFlow? Pourquoi TensorFlow? Tout simplement, je vais présenter quelques caractéristiques. Première chose, c'est que TensorFlow, c'est le framework le plus cité dans les papiers de recherche. C'est-à-dire, c'est le framework le plus utilisé par les chercheurs. Et vous pouvez voir que dès sa création en 2015, mais ce n'est pas la création, c'est dévoilé par le Google pour le grand public. Et vous voyez dès sa apparition, donc, le nombre de citations dans les papiers de recherche ne cesse d'augmenter. Et vous voyez qu'à partir de 2015, TensorFlow a commencé à avoir donc la totalité, alors que les autres commencent à avoir peu de citations. Ça signifie que tout le monde va maintenant vers TensorFlow. On va voir pourquoi les gens utilisent donc TensorFlow, alors qu'il y a un autre critère qui est en faveur de TensorFlow aussi, c'est l'agrégation de plusieurs critères. Vous voyez que TensorFlow a 12 points. Quand on parle d'agrégation de plusieurs critères, on parle de performance, on parle d'habilité de reconnaissance, on parle de souplesse, on parle des modèles, on parle de code. Donc, c'est l'agrégation de plusieurs critères nous a permis d'avoir, donc pour TensorFlow, c'est 12 points, alors que le deuxième, Keras, c'est basé sur TensorFlow, c'est TensorFlow. Donc, quand on parle de Keras, c'était basé sur TensorFlow. Donc, si vous voyez la différence entre le TensorFlow et les autres, c'est à peu près 9 points avec Café de Facebook. Personne peut-être que vous me dire, voilà, donc TensorFlow, parce qu'il est de Google, c'est pour cela qu'il est le plus populaire. Alors je dirais que Café, c'est de Facebook. Et c'est une géante compagnie de technologie.
comme Google. Mais donc avec TensorFlow, vous avez plusieurs avantages. Donc il y a la performance, il y a la portabilité, il y a le temps d'exécution, il y a assez de modèles après à être utilisés et à réutiliser. C'est pour cela qu'il est trop utilisé. C'est le projet sur GitHub le plus populaire. Vous voyez, quand on parle de nombre d'étoiles, c'est un indicateur utilisé par les chercheurs pour avoir une idée sur la popularité du projet. Et vous voyez que TensorFlow, c'est le projet le plus populaire sur le TensorFlow, sur le GitHub plutôt. Et vous pouvez voir aussi donc, la différence, si on prend en considération ce critère, par rapport aux autres, donc 55 points par rapport à Café qui est de Facebook, c'est 17 points. Donc tout le monde va aller vers TensorFlow. Il y a une idée sur les différentes frameworks, ainsi la portabilité. Vous voyez que TensorFlow est basé sur les bibliothèques de Python, ce qui fait donc qu'il est plus portable que les autres frameworks. Pourquoi TensorFlow est populaire? Tout simplement parce que c'est la première fois que les géantes compagnies de technologie telles que Google a dévoilé une API pour les individus, pour les organisations, pour les entreprises, pour établir des applications d'intelligence artificielle en utilisant même API que Google. C'est ce qui est affiché par Google. Il a dit que le TensorFlow dévoilé pour le grand public, c'est le même API utilisé par le Google. Sauf que la différence, c'est que le framework utilisé par Google, c'était fait pour être utilisé sur des clusters, alors que l'API dévoilée pour le grand public, c'était fait pour tourner sur seule machine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire TensorFlow? TensorFlow, tout simplement, c'est une API open source pour monter des applications d'intelligence artificielle. Peu importe l'application, je vais essayer de montrer comment on peut utiliser TensorFlow pour faire la classification des images, mais vous pouvez, avec TensorFlow, faire n'importe quelle application d'intelligence artificielle. Même, vous pouvez reprogrammer. Ça va vous donner un outil plus simple pour reprogrammer les algorithmes de machine learning. TensorFlow, le grand idée de TensorFlow, c'est qu'il est basé sur comment on peut faire les calculs via des graphes. C'est-à-dire, pour faire des calculs, il suffit de monter un graphe et à partir de ce graphe, vous pouvez faire des calculs. Et quand on parle des graphes, donc graphe c'est composé des nœuds, et les nœuds ce sont des opérations qui va avoir des tenseurs. On va voir qu'est-ce que ça veut dire tenseur par la suite. Tenseur en entrée et fait sortir des tenseurs en sortie. Les connexions aussi entre les graphes, ce sont des tenseurs. Donc TensorFlow, c'était fait pour faire des calculs en utilisant des graphes. Les graphes sont composés des nœuds qui sont des tenseurs et la connexion aussi entre les nœuds, ce sont des tenseurs aussi. Donc, vous voyez, TensorFlow est composé de deux parties. Donc, c'est flux, juste pour comprendre le mot TensorFlow, c'est flux de tenseurs. Et tenseur, c'est quoi? C'est un tableau n-dimensionnel. C'est un tableau n-dimensionnel. Alors, TensorFlow, il excelle donc, puisqu'il est basé pour faire des calculs en se basant sur les graphes, les réseaux de neurones peuvent être vus comme des graphes. Donc, la puissance de TensorFlow, c'est comment monter des réseaux de neurones d'une manière plus simple et plus rapide. Ce que je présente ici, c'est un réseau de neurones plus simple, avec une seule couche cachée, bien sûr avec les entrées et les sorties. On va essayer d'aller vers le TensorFlow, vers le réseau de neurones. Alors si vous voyez le réseau de neurones, chaque nœud, il fait le calcul suivant.
si vous faites le zoom sur le réseau de neurones, vous trouvez que chaque nœud, elle fait le calcul suivant. C'est-à-dire on a des entrées x0, x1, x2, et on a les paramètres W. Et on a B, bien sûr, le BIS. Donc, si vous faites le zoom sur le nœud, donc chaque nœud, il fait le même travail. Donc, chaque nœud dans le réseau de neurones, elle fait le même travail, c'est-à-dire elle fait le calcul suivant. Qu'est-ce que ça veut dire le calcul? C'est multiplication de W par fois X plus B, et par la suite, on applique la fonction d'activation. Donc, c'est ce qu'il fait. Si vous voyez donc la formule, c'est-à-dire il arrive à faire la formule suivante, c'était H est égal à F. Donc, je peux généraliser, au lieu de faire la somme de Wxi plus B, je peux faire par exemple H reçoit F de Wx plus B. La fonction, bon, j'utilise fonction relue parce que, bon, il y a assez de fonctions d'activation comme vous savez, donc segmoïde, tangente, ainsi de suite. Mais je prends un exemple parce que, bon, les concepts sont déjà traités par les collègues, donc je ne vais pas répéter chaque fois, donc sinon le fil ça va être perdu. Donc je prends un exemple et je peux continuer parce que l'objectif c'est de montrer comment on fait les calculs via TensorFlow. Alors, ce neurone-là que vous voyez, je peux le simplifier avec ces deux petits graphes. Donc je peux le voir comme je peux l'avoir comme x multiplié par W, et plus j'applique le ReLU. S'il n'y a pas de biais, si vous avez de biais, donc vous faites Wx, l'opération de multiplication, plus B, par la suite appliquer ReLU, on aura donc le neurone que vous voyez ici, je peux les simplifier avec ces deux. Alors, si vous voyez les deux petits graphiques, ce sont des réseaux de neurones avec seule couche, seul neurone. Donc, ce que je vais montrer, c'est comment on peut programmer, en utilisant les instructions de TensorFlow, comment on peut faire un réseau de neurones avec seul neurone, seule couche. Et si on arrive à réussir à faire ça, donc on peut multiplier les neurones petit à petit et les organiser sous format des couches, et on aura donc le réseau de neurones le plus complexe Alors vous voyez dans ces graphiques, on va voir que en général, donc il y a trois types de nœuds qu'on a ici. Et je commence par les variables. Donc pour faire, bon, d'une autre manière, pour faire la réservation de la mémoire sur TensorFlow, il n'y a que trois manières de le faire. Soit via la déclaration des variables, soit via la déclaration des espaces réservés, soit via les constantes. Les constantes rarement utilisées, sauf lorsqu'on veut paramétriser le système. Donc les deux opérations, vous voyez que l'API, ça va simplifier les choses parce qu'il est fait, c'est pas comme le langage, mais il a été fait pour quelque chose de bien spécifique. Il s'agit de comment faire la conception des réseaux de neurones. Donc les variables, ont des caractéristiques et des fonctionnalités. Quand je déclare variable sur TensorFlow, d'abord un état, et bien sûr, lorsque j'applique les algorithmes d'optimisation qu'on va les traiter par la suite, quand on parle, s'applique automatiquement sur les variables. Dès que vous déclarez variable sur votre graphique, lorsque vous appliquez l'algorithme d'optimisation, ça s'applique automatiquement sur les non. Donc, dès la première fois, il faut que vous spécifiez quel type si vous avez un paramètre, on le déclare variable. Si vous avez données réelles, on déclare par la suite, qu'on va voir par la suite, c'est un espace réservé. Bon, c'est dès le début, il faut prendre la décision. Sinon, donc, tout ça va être perturbé. Si vous changez entre les deux, tout ça va être perturbé. Donc, les variables sont faites pour déclarer les paramètres. On a besoin aussi des données réelles. Donc, il y a un deuxième type, qu'il s'agit de placeholder. C'est un espace réservé. Ce sont des nœuds où la valeur, ça sera alimenté au moment de l'exécution. On fait le graphe, mais la valeur, ça sera alimentée qu'au moment de l'exécution, c'est-à-dire au moment d'entraînement. Donc, dès que vous déclarez variable espace comme espace réservé ou la paramètre comme espace réservé, ça signifie que la valeur, ça sera fidée au moment de l'exécution. Vous voyez,
qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste les trois opérations. Elle reste les trois opérations. Ce sont des opérations mathématiques simples. Mat1000, c'est pour faire la multiplication. Add, c'est pour faire l'addition. Et relu, c'est la fonction d'activation. Donc, dans TensorFlow, il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a trois choses. Donc, variable, placeholder et opération mathématique. Et c'est terminé. Si vous maîtrisez ça, donc, on peut monter à des réseaux de neurones. Donc, pour programmer ce graphe que vous voyez ici, je n'ai pas besoin de beaucoup de code. Donc, pour programmer le neurone, je n'ai pas besoin. Donc, je dois importer TensorFlow, premièrement. B et W, ce sont des variables. Bien sûr, il faut spécifier les valeurs d'initialisation. Il faut spécifier les valeurs d'initialisation. Mais le problème, c'est si vous essayez d'afficher les variables, vous n'aurez rien. Parce que l'affectation, l'initialisation ne se fait exactement lors de l'exécution, au moment de l'exécution. Donc si vous essayez maintenant, B on reçoit TF variable, je ne sais pas quoi, si vous essayez d'afficher le BW, ça va vous donner une erreur parce qu'il ne contient pas de valeur. Parce qu'il s'agit d'un graphe, d'un squelette de programme. Il ne s'agit pas de H aussi, X, c'est un placeholder, c'est l'espace qu'on va utiliser pour feeder notre graphe. Et bien sûr, le H, c'est la fonction, c'est le graphe. Hein? C'est le graphe. Donc, vous voyez, avec 5 instructions, j'ai arrivé à programmer donc neurones. Maintenant, pour faire plusieurs, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est-à-dire, il faut faire les liens entre, donc, créer neuron 1, fait le lien avec 2, fait le troisième, vous construisez donc le couche 1, couche 3. Là, je parle, bien sûr, si vous voulez vous faire vos propres réseaux de neurones. Mais par la suite, on va voir qu'il y a des fonctions prédéfinies pour faire des couches d'un seul coup. Donc, vous n'êtes pas obligé. Mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut mettre à votre esprit, c'est que tout est basé sur ces trois types d'opérations. C'est-à-dire, même si vous trouvez des fonctions sur TensorFlow, là où il y a des convolutions, je ne sais pas quoi, des couches, ainsi de suite, tout est basé sur le... Je vais essayer juste pour vous montrer qu'avec TensorFlow, on peut faire des algorithmes de classification, de machine learning, plus rapidement, plus simplement. Parce qu'on a le tout. Par exemple, il suffit que j'annule la fonction d'activation et j'aurai la régression linéaire. J'aurai la régression linéaire et je vais montrer par la suite qu'on a tout pour faire la régression linéaire d'une manière simple. Vous n'êtes pas obligé d'aller vers je ne sais pas quoi. Donc il y a le tout. Donc il suffit que le R, je le donne unité et je peux faire la régression linéaire. Donc il vous suffit donc la formule et avec TensorFlow vous pouvez faire tout avec trois petites choses différentes. Donc variable, placeholder et opération. Comme j'ai déjà dit, si vous essayez d'afficher le H, le W, le B, le X, il ne contient rien parce que vraiment, si vous essayez de l'afficher, vous aurez une erreur en fait. Alors pour exécuter votre programme sur TensorFlow, il faut créer une session. Pour les autres programmes, vous essayez de créer le programme. Par la suite, vous exécutez le programme dans... Là, sur TensorFlow, on essayait de créer session. Et bien sûr, vous voyez que je fais appel à la fonction exécuter pour initialiser les variables. Donc, l'initialisation n'a d'effet qu'au moment de l'exécution. Lorsque j'ai créé la session et je fais appel à la fonction RAN de session, là où j'ai vraiment des valeurs dans W et B. Et voilà, pour calculer H, il faut feeder X, il faut alimenter le X. Pour calculer le H, il faut donner le X. Le X, c'est data, peu importe, peut-être une image, vecteur, je ne sais pas quoi, donc ce sont des données. Maintenant, on peut avoir le H. Pour créer le programme, on a besoin de trois éléments. Pour exécuter
le programme, on crée la session et bien sûr fait exécuter plusieurs fois, exécuter pour initialiser. Initialiser all variables, ça va vous permettre de, elle va référencer toutes les variables et elle va l'initialiser avec les valeurs que vous avez spécifiées au moment de création du graphe. Et par la suite, pour calculer h, il faut faire des x, il faut alimenter le x. Un exemple avec une image. J'ai fait le graphe. Je vais alimenter le x, l'image. Et je vais faire le calcul. W multiplié par x plus b. Par la suite, j'applique une fonction d'activation et j'aurai le résultat. J'aurai le score de chat, le score de chien et le score de navire. Qu'est-ce que vous voyez dans ces résultats obtenus? Quelque chose d'anormal. Juste pour vous montrer. Est-ce qu'on a traîné le modèle encore? On n'a pas encore traîné le modèle. Alors les résultats obtenus, donnés par le modèle, est-ce qu'il va vous donner des bons résultats? Alors vous voyez, vous pouvez remarquer que le score donné au chat, c'est moi. Donc en fait, c'est l'image, elle représente un chien. Est-ce qu'elle représente un chien? Elle ne représente pas un chien, elle représente un chat. Mais pourquoi elle a donné ce résultat erroné? Ou ce résultat erroné? Il n'est pas optimisé. Et il n'a pas encore traîné. Alors, quelle est la source de cette erreur? Qui génère cette erreur? Qui donne cette erreur? L'erreur, est-ce que de données? De quoi? Ce sont les variables, ce sont les paramètres, ce sont W et B. Parce que ce sont initialisés aléatoirement, et puisque ce sont initialisés aléatoirement, ça va vous fausser vos résultats. C'est pour cela, donc, W et B, vous voyez qu'on a initialisé aléatoirement, donc, lorsqu'on fait le calcul, donc ça va vous donner des résultats. Donc, le modèle est capable de fonctionner sans être traîné. Le problème, il est où? Parfois, donc, le problème, c'est que parfois on entend que si vous ne traînez pas le modèle, il ne peut pas agir. Alors maintenant, il agit sans qu'il traîne. Donc, juste pour voir, donc, lorsqu'on part d'entraînement, on n'a pas encore arrivé à l'étape de l'entraînement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle est toujours, dès qu'on construit le modèle, dans la phase d'exécution, le modèle est capable de calculer. Mais le problème, c'est que, est-ce que les résultats sont bons ou non? Donc, vous voyez, il a donné des valeurs. Alors donc, qu'est-ce qu'on estime? Qu'est-ce qu'on cherche en fait? Bien sûr, on va optimiser les paramètres, mais qu'est-ce qu'on cherche en fait? Pourquoi optimiser? Pour qu'ils donnent des bons résultats. Pour que le modèle donne des bons résultats, qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut changer les paramètres. Mais avant de changer les paramètres, comment on sait que le résultat que vous avez obtenu, qui dit qu'il est erroné? Bien sûr, il est comparé avec la vérité terrain. Donc vous avez fait la comparaison vous-même, mais pour le système, il faut faire la comparaison avec quelque chose. Donc on va comparer ce qui est calculé avec la vérité terrain. Et la vérité terrain, qu'est-ce qu'on a? On a l'image 1, 1. L'image 2, 0. L'image 3, 1. L'image 2, 0. Ce sont 1, 0, 3, 4. Alors que ici, j'ai des valeurs.
Comment on va faire cette comparaison? Voilà, il faut normaliser. C'est ce qu'on appelle donc appliquer donc ce qu'on appelle les softmax fonctions, où là c'est une sorte de classification en fait. C'est une sorte de mappage. Donc c'est une sorte de mappage entre les valeurs et des probabilités si vous voulez, ou là des symboles. C'est-à-dire il faut faire la classification linéaire, softmax ou la SVM ou là ce que vous voulez. Je pense que donc, vous avez une idée via les 3 exposés avant. Donc, alors maintenant il faut faire la comparaison. Pour faire la comparaison, je vais essayer de mapper les données, les valeurs sur des probabilités. Et par la suite, je fais matcher ce qu'on appelle le cross-entropie. Donc je dois faire la prédiction. Donc je définis la fonction softmax. Softmax ne permet de faire que mapper les données sur des probabilités. C'est une sorte de classification linéaire, mais c'est une sorte de mappage en fait. Je dois aussi, maintenant j'ai besoin de vérité terrain. C'est le label. J'ai besoin de label. Je les déclare comme placeholder. Pourquoi? Parce que ça sera alimenté. Dès qu'on parle de quelque chose, ça sera alimenté, on parle de placeholder ou l'espace réservé. Et par la suite, on définit ce qu'on appelle la fonction de perte, ou là, la fonction de t d'erreur, ou là, ce que vous voulez. Loss function. Loss function, il y a plusieurs formules, il y a plusieurs fonctions de... Alors je pars directement sur le cross-entropie pour ne pas perdre le temps sur quelles sont les fonctions, parce que vous avez déjà l'occasion de voir avec mes collègues. Vous voyez la formule, c'est quoi? Donc, qu'est-ce qu'il permet de faire la fonction loss? Là, la fonction de perte. Qu'est-ce qu'elle permet de faire à ce niveau-là? La fonction de perte, elle quantifie la différence entre ce qui est calculé par le modèle. Elle quantifiée parce que pour faire l'optimisation, comme vous avez dit, on a besoin des valeurs. Donc elle quantifie. Pour quantifier la différence entre ce qui est calculé, c'est le YI, avec le YI chapeau, c'est ce qui est calculé. Donc le calcul c'est fait par le système, alors que Y c'est la réalité terrain qu'on a déjà. On le garde. À votre avis, qu'est-ce que j'ai fait si je fais le lien avec les graphes, avec ces opérations, qu'est-ce que j'ai fait si je veux compléter le graphe? Qu'est-ce que je dois créer? Vous vous rappelez du graphe qu'on a parlé? Le graphe, c'est ce graphe-là. On a le X, on a les W, on a le B, on a la math multiple, on a addition, on a relu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un espace réservé pour les labels, comme X, en haut, et définir la fonction loss, ça sera nœud, à qui on reçoit le H, la valeur de H, et le label. Et ça va faire le cross-entropie pour faire sortir une valeur. Alors cette valeur qui quantifie la différence entre ce qui est calculé et la vérité terrain, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut minimiser. Donc la fonction de perte doit être minimisée. Comment on va minimiser la fonction de perte? Elle dépend de quoi? Hein? Elle dépend des points. Donc, de ce que vous entendez des réseaux de neurones, je peux les résumer sur deux choses. Sur les paramètres et la fonction d'optimisation. Ces deux paramètres qu'il faut maîtriser, c'est la fonction de perte, comment on définit la fonction de perte, et bien sûr, comment appliquer l'optimisation. L'optimisation, ça sera appliqué sur quoi? Comment ça sera appliqué à de l'optimisation en fait? Qu'est-ce qu'on fait pour l'optimisation? Quand on parle par exemple de gradient descend, c'est quoi le gradient descend en fait?
Oui, c'est un algorithme. Qu'est-ce qu'il permet de faire l'algorithme? Comment il cherche à le minimum? Voilà, il applique, le dérivé, ça sera appliqué sur quoi? Donc, bon, donc, remarquez, pour minimiser la fonction de perte, qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut changer les paramètres W et B. Donc, on dérive quoi? On dérive le W, qui ça sera dérivé, et on ajoute la dérivée à, c'est-à-dire on essaie de perturber les points. Et par la suite, on calcule la sortie. À l'opération de perturbation, comment ça sera fait? Ça sera fait d'un seul coup. Ça se fait par itération. La recherche de minimum, ça se fait par itération. Chaque fois, je perturbe les valeurs et j'ai essayé de calculer la fonction de perte. Je ne vais pas aller plus loin parce que donc si Shihab, je pense qu'il a fait plus que le nécessaire pour expliquer tout ce qui est algorithme d'optimisation, mais pour moi, c'est le côté applicatif. Mais il faut qu'on comprenne. Donc, la formule, plus il faut. Donc, on est là. Donc, juste pour avoir donc softmax, les fonctions de perte, ça dépend de la classification que vous appliquez. Si vous appliquez, par exemple, softmax fonction, il faut appliquer le cross-entropie. Si vous appliquez l'SPM, donc il y a Hing comme fonction comme fonction de perte. Donc, ça dépend de la classification que vous appliquez. Donc, on a une idée, donc juste un exemple. C'est-à-dire, on a les calculs qu'on a fait. On donne le Y, la réalité terrain, et par la suite, on calcule la fonction de perte. Ce que je veux dire de ce diapo, c'est que les fonctions de perte ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, vous pouvez avoir, ça dépend de la situation, ça dépend du problème sur lequel vous travaillez. Vous pouvez voir donc la fonction de perte adéquate. Mais c'est déjà présenté par mon collègue Aressam. Donc, je dois donc, je suis dans la minimisation de la fonction de perte. Et pour minimiser la fonction de perte, donc il y a assez des algorithmes d'optimisation. Parmi les algorithmes d'optimisation que vous connaissez, il y a donc le gradient des descentes. Donc, je dois créer un optime, c'est-à-dire un algorithme, il faut instancier l'algorithme d'optimisation. Et par la suite, appliquer la fonction minimiser, bien sûr avec un pas. Chaque algorithme d'optimisation a ses paramètres, c'est-à-dire le pas de déplacement, ainsi de suite, la manière dont elle se converge vers les... Donc, je dois définir train step. C'est quoi ce train step? C'est la sortie du graphe final. C'est la sortie du graphe final. Donc, en appliquant, donc c'est le mean de cross-entropie. Donc, on doit instancier donc l'algorithme d'optimisation et par la suite appliquer donc minimise sur quoi? Sur la fonction de perte. Est-ce que j'ai minimisé maintenant? Donc, juste les différents types, les différentes lignes de code. Donc, je dois définir la fonction softmax, par la suite déclarer label comme placeholder, comme espace réservé, et par la suite définir le cross-entropie comme fonction de perte, avec bien sûr les fonctions, si vous voyez, c'est moins la somme des yi multiplié par log de i. Et bien sûr, il faut définir train step, qui est l'optimisation de fonction de perte. On a dit que l'optimisation ne peut pas être calculée d'une manière automatique, mais ça se fait par itération. On fait perturber donc les paramètres avec dérivée, avec le gradient delta W. Donc pour avoir les valeurs, je dois créer session, comme j'ai déjà dit. On a créé session avant, juste pour faire le calcul sans optimisation. Maintenant, on a complété le graphe. On a fait le graphe et on a arrivé à voir la fonction de perte. On doit appliquer donc l'algorithme d'optimisation. L'algorithme d'optimisation, ça doit être donc, j'ai créé session
je dois initialiser les variables. Vous voyez que les variables, tous les variables vont être initialisées automatiquement. Et par la suite, je dois faire les itérations. Alors, l'itération, donc, c'est discuter donc, le nombre des push, c'est-à-dire combien de chances vous donnez à l'algorithme d'optimisation pour chercher le minimum. On cherche toujours le minimum relatif ou la locale. Donc, on ne parle pas de minimum absolu, mais ça dépend de combien de chances vous donnez à cet algorithme pour chercher le minimum. Et bien sûr, il faut avoir donc, concernant l'alimentation, il y a 3 façons d'alimenter votre programme, soit par unité, soit par mini-batch, soit par l'entier. Ça dépend. Vous me disiez quoi la différence, donc si vous essayez de passer la base entière, donc il y aura problème d'espace. Si vous essayez de faire donc unité, il y aura problème de temps. Si vous faites donc donc on fait avec mini-batch. Alors, ce que j'ai présenté, c'est la procédure de A à Z, comment on peut monter un algorithme via des graphes, définir la fonction loss, appliquer l'optimisation et faire l'exécution, c'est-à-dire traîner votre modèle. Maintenant, votre modèle est traîné. Mais pour faire la classification des images, on ne peut pas donc aller à ce niveau-là, d'aller vers les nœuds et de construire les nœuds parce que ça sera plus difficile. C'est pour cela je vais présenter les fonctions que je vais utiliser pour monter mon modèle. Ce que vous voyez, c'est le Net5. C'est un modèle de réseau de neurones à convolution. Donc il y a plusieurs modèles et je pense que vous avez vu, c'est pas pensé, je suis sûr que vous avez vu donc avec mon collègue ce matin les différents modèles avec les différentes architectures sur les... Alors je prends un exemple plus simple et je vais essayer de l'implémenter en utilisant TensorFlow. Je ne rentre pas dans les détails parce que ça sera une répétition. Alors, le réseau de neurones à convolution, c'est quoi? On a l'entrée et par la suite, il y a une succession des couches de convolution et de max pooling, ce qu'on appelle de sous-échantillonnage. Cette partie-là, on part d'extraction des paramètres. Ou des futures. On part d'extraction des futures. Vers la fin, quand on part des couches totalement connectées, on part des couches pour faire de la classification. Et là, je pose la question, quelle est la différence entre le deep learning et le machine learning? À votre avis, quelle est la différence entre les deux? Quelle est la différence entre machine learning et deep learning? Ah non, je comprends. C'est une définition. Bon, le machine learning, c'est le domaine, et deep learning, ça fait partie de machine learning. Mais là, je parle au niveau de la pratique. Quand on parle de... Voilà. Donc, pourquoi le deep learning a... Tout le monde parle de deep learning. Pourquoi? Parce qu'il a automatisé quelque chose qui est difficile pour l'être humain. Parce que le grand défi le machine learning, c'est quoi? Ce n'est pas les algorithmes le machine learning. Les algorithmes, ça existe partout. Et vous pouvez les voir programmés, prêts à être utilisés partout. Vous prenez Python, donc Skylin, donc vous trouvez tous les algorithmes programmés, prêts à être utilisés. Il n'y a pas de souci. Vous trouvez n'importe quel langage, vous trouvez que les algorithmes de machine learning sont prêts à être utilisés. Alors le grand problème de l'apprentissage automatique, c'est quoi? Il y a deux choses, en fait. Il y a la préparation des données. Il y a aussi la partie de voir qu'est-ce que vous devez donner comme caractéristique pour prédire le variable cible. Quand on parle de préparation de données, et juste là, je fais parenthèse, quand on parle de préparation de données, maintenant on parle des données. Les données pour le machine learning, ce ne sont pas étiquetées, surtout pour les algorithmes, pour les cas d'études de classification supervisée, ils n'ont pas de sens.
Par exemple, parfois, bon, vous entendez quelqu'un de la banque, il dit qu'on a assez des données. Ces données n'ont pas de qualité, n'ont pas de coût, ne sont pas étiquetées. Et je fais le lien avec l'exemple qui est donné par M. L'Afia. Il a parlé que est-ce qu'on peut octroyer le crédit à quelqu'un ou pas. Les banques maintenant, elles parlent qu'elles ont les données. Les données n'ont pas de sens. Elles ne sont pas étiquetées. C'est-à-dire, si le tableau, j'ai les caractéristiques, j'ai l'historique des clients, mais s'il n'y a pas de colonne de variables cibles, ils n'ont pas de sens. C'est-à-dire qu'il faut passer des années et des années pour les faire. Et c'est pour cela, lorsqu'on parle des données, les données ne sont pas étiquetées, n'ont pas de sens. La même chose pour les images aussi. Le net, il est plein des images, mais si l'image n'est pas étiquetée, elle n'a pas de sens. Je vais parler par la suite sur les images. Alors, ce qui diffère de deep learning et de machine learning, c'est que l'extraction des caractéristiques, ça se fait automatiquement. Donc, les gens qui ont monté le deep learning, ils ont arrivé à automatiser ce qui est possible, ce qui est vu avant avec les gens qui ont travaillé sur l'algorithme, sur l'apprentissage automatique, comme impossible d'automatiser cette étape. Mais ils ont arrivé. Mais ce qu'il faut savoir aussi, que le deep learning a des limites, parce que le champ d'application, c'est limité. Il excelle dans les images, dans le texte, mais à part, donc, il faut du travail. C'est-à-dire, si vous voulez entrer, je ne sais pas, des valeurs, des données de banque, il faut un pré-traitement, une procédure assez difficile pour transformer ce format des tableaux, ainsi de suite. Mais les données, dès que vous commencez à faire les transformer, ça perd donc le contexte, elle perd le sémantique, si vous voulez, des données. Donc, le grand apport fait par le deep learning, c'est qu'ils ont automatisé cette étape d'extraction des caractéristiques. Et là, je vais parler parce que je fais un cours d'indexation des données, d'indexation des images, et on essayait, avec les étudiants, de faire l'extraction des caractéristiques. Rarement qu'on arrive à avoir des caractéristiques ou des descripteurs qui peuvent vous donner des bonnes valeurs. Toujours, on aura problème. On utilise la couleur, on utilise quoi que ce soit, donc il y a un grand problème. Donc, l'apport de deep learning, il a automatisé ce qui fait problème pour les êtres humains avant d'avoir choisir les caractéristiques. Si je parle des données, par exemple, telles que les images, le texte, mais pour les données ce format tableau, le problème aussi, comment on doit dire X1, ça sera utilisé comme caractéristique, X2, ça ne sera pas utilisé comme caractéristique. Bon, il faut une procédure de pré-traitement, c'est-à-dire appliquer l'ACP pour voir le poids des variables en relation. Il faut aussi avoir la régression avec les variables cibles, ainsi de suite. Donc, il y a assez des choses que vous devez. Mais la question reste aussi posée. Pourquoi on applique la convolution? Convolution, en fait, ce n'est pas de deep learning, c'est de traitement d'image. Les gens qui font de traitement d'image, toujours on parle de convolution. Donc, pourquoi on applique la convolution d'abord? Je parle d'une manière générale. Pourquoi les gens ils ont pensé à appliquer la convolution? Tout simplement parce que le traitement d'image, et je parle de traitement d'image, n'importe quelle opération sur l'image se transforme par l'application d'un filtre ou d'une convolution. N'importe quelle opération dans le traitement d'image que vous pouvez appliquer sur l'image, ça se fait par convolution d'un filtre sur l'image. C'est-à-dire vous ne pouvez pas, par exemple, pour appliquer un filtre pour débruiter l'image, je ne sais pas quoi, donc on arrive à appliquer le filtre. Mais je vais poser, juste pour faire le lien avec les réseaux de neurones et les réseaux neurones à convolution. Lorsqu'on applique la convolution, est-ce qu'on applique sur le pixel? En fait, si je vais vous montrer de l'image, après on discutera. Le réseau de neurones à convolution, on peut le voir sur cette forme-là. Parce que juste, bon, les gens, quand on commence à parler de réseau de neurones, donc on commence donc le réseau de neurones, c'est les réseaux avec les neurones, avec des connexions, ainsi de suite. Dès qu'on montre le graphique de réseau de neurones à convolution, donc les gens ils commencent à avoir donc le problème que, oui, le réseau de neurones en fait. Donc,
la convolution, vous pouvez le voir de cette forme-là. C'est-à-dire les entrées, ce sont les pixels. Mais ce qui diffère réseau de neurones de convolution, c'est que le réseau de neurones en applique sur les données elles-mêmes. Pour la convolution, on applique sur les données plus le voisinage. Pourquoi on applique sur le voisinage? Parce que le pixel, parce que l'image est un tout, d'abord. Et le pixel dépend de son contexte. Le pixel dépend de son contexte. Si vous prenez la même image et vous essayez de faire la perturbation, vous perdez le contenu. Donc le pixel dépend de ses voisins. Donc je dirais que vous pouvez avoir donc, le CNN comme ANN, sauf qu'on ne traite pas le pixel indépendamment, mais on le traite avec le voisinage. Pour la convolution, je pense que vous avez traité avec... Convolution, c'est une opération de traitement d'image que vous connaissez, donc c'était déjà expliqué par mon camarade. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez faire le lien entre la convolution et le calcul qu'on a fait déjà avant. Donc W c'est le filtre, le X c'est le pixel avec ses voisins, et le B c'est le B. Donc vous pouvez le voir, donc la convolution sur un pixel, vous pouvez le voir comme un neurone. Une petite démonstration comment ça se fait le calcul, c'est-à-dire on essayait de projeter le filtre sur les valeurs et faire les multiplications 1, 1, 1 et par la suite faire la somme, c'est ce qu'on appelle donc cette définition de convolution en général. Alors, le réseau de neurones, si on applique un seul filtre, on va extraire seule caractéristique. Et on ne le fait jamais. Le deep learning, surtout le réseau de neurones à convolution, on essaie d'appliquer plusieurs filtres. Pourquoi? Pour avoir la chance d'extraire plusieurs caractéristiques. Donc, si vous appliquez un seul filtre, donc ça sera bon. Ça dépend de l'image que vous utilisez. Si vous utilisez une image à couleur, vous devez appliquer un filtre couleur. Si vous avez aussi avec les 3 couches, si vous appliquez donc sur image à niveau de gris, donc il faut avoir donc filtre avec seule couche. Si vous appliquez seul filtre, donc plusieurs filtres, vous aurez plusieurs caractéristiques. Donc chaque filtre va nous extraire donc un type de caractéristiques. Donc pour le TensorFlow, je reviens vers TensorFlow. Donc cette introduction juste pour vous dire que si vous voulez appliquer, donc si vous voulez monter un modèle, vous n'êtes pas obligé d'aller vers le bas avec les neurones ainsi de suite, mais il y a des fonctions prédéfinies basées sur ce qu'on a vu. Donc on parle de TFNN, convolution de D, c'est pour faire des couches de convolution. Je vais parler, comme il a dit mon camarade, c'est Redouane sur le pooling. Donc c'est un help. Et si vous voyez le help de convolution, vous trouvez à l'intérieur, il y a le W, il y a le B, il y a le calcul, ainsi de suite. Donc il y a le calcul qu'on a fait déjà. Sauf ils ont fait basé sur, comme vous pouvez faire vos propres convolutions. Je viens voir le pooling. Alors le pooling, comme il a dit mon camarade, c'est pour réduire, c'est pour simplifier, et c'est pour réduire le nombre de paramètres, parce que si on fait le calcul de plusieurs caractéristiques, on aura, donc, si on applique par exemple 32 filtres, on aura 32 cartes de caractéristiques. Donc ce qui est trop, et le problème majeur de deep learning, c'est le nombre des paramètres. Je ne sais pas, c'est la première couche, premier modèle fait par AlexNet en 2012, aller vers des mégas et des mégas, je ne sais pas combien de mégas, 500 quelque chose mégas, c'est-à-dire c'est difficile de charger dans la mémoire. Juste pour les paramètres. Donc le pooling, c'est pour réduire, mais c'est une sorte d'agrégation. C'est pour réduire le nombre de paramètres, mais c'est une sorte d'agrégation. Il y a le max pooling, il y a le pooling moyen, c'est-à-dire soit
Donc, c'est une sorte d'agrégation. C'est-à-dire les pixels voisins ne représentent peut-être la même information, donc on peut prendre soit le max, soit le min. C'est une sorte d'agrégation. Donc, c'est le max Pauline. Quand vous pouvez avoir la moyenne aussi, vous pouvez mettre le... Donc, sur TensorFlow, donc il y a le max Pauline. Donc il y a l'entrée et le sortie, ensuite donc le pole size, c'est-à-dire le filtre, le stride, c'est-à-dire la manière de se déplacer, le pas de déplacement, ainsi de suite. Donc il y a assez des caractéristiques ou là, des arguments que vous pouvez passer assez. Donc le help sur la fonction Pauline. Et il y a la fonction totalement connectée. Alors je le vois comme, vous pouvez appliquer, donc je le vois comme une convolution. La fonction totalement connectée, je peux le voir comme une convolution. C'est une sorte de convolution. La seule différence, c'est qu'elle a comme entrée vecteur pour sortir vecteur. Donc, elle fait la vecteur pour mapper vecteur sur un vecteur. Et vous pouvez aussi voir donc le W, le B, la multiplication de X vers W, le ReLU, ainsi de suite. Donc, alors, tout ce qu'on a besoin pour monter les modèles, on a besoin de convolution, Pauline et de la couche totalement connectée. On a que trois choses. Pour monter les réseaux de neurones, on a besoin de trois choses. On a besoin de variables, placeholder et des opérations. Pour monter les modèles de deep learning, ou là, de réseaux de neurones à convolution, on a besoin de trois choses. Convolution, Pauline et fold. Voilà, les couches totalement connectées. On a besoin de trois choses. Alors maintenant, peut-être j'ai préparé ce que j'ai besoin pour concrétiser mon cas d'étude, la classification des images. Vous connaissez comment monter des neurones, des réseaux de neurones, et vous connaissez comment, je suppose, et vous connaissez les trois couches qu'on va utiliser pour monter n'importe quel modèle. Le cas d'étude sur lequel on va travailler, c'est la classification des obstacles. La première des choses, pour commencer un cas d'étude, il faut avoir quoi? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Avant d'aller vers les données, il faut que vous ayez une problématique. Il faut que vous ayez un cas d'étude sur lequel que vous voulez réaliser. Donc, les travaux de recherche, ça se commence toujours par il faut que vous ayez une problématique, soit problématique, bon, je ne sais pas quoi, mais il faut avoir un problème à résoudre avant d'aller vers les données. Dans ce cas d'étude, juste pour vous mettre dans le contexte, c'est un cas d'étude pour classifier les obstacles au mouvement. Si je pose la question, avant de vous donner le contexte, ça sera déployé pourquoi cette application? Si on cherche le déploiement de cette application, ça sera déployé où? Ça sera utilisé où? Donc, ça sera utilisé pour les voitures autonomes. Ça va vous permettre de détecter les obstacles au mouvement pour les éviter. D'autres applications? La robotique, pour faire quoi? Voilà, pour évité les obstacles, pour se situer. Donc, juste pour faire le lien avec ce que j'ai commencé que l'application de classification des images peut être faite pour les robots, pour les voitures autonomes, pour les surveillances, pour les systèmes de surveillance intelligents, ainsi de suite. Cette application, c'est tiré de mon application sur laquelle j'ai travaillé. Donc, pour mettre une application
mobile pour les personnes aveugles, pour les assister pour un... L'application, c'est en fait c'est une application complète, mais c'est une partie juste pour, pour éviter les obstacles. Donc, on a la problématique. Donc, la problématique que j'ai, c'est comment faire une application mobile pour assister les personnes aveugles pour éviter les obstacles au mouvement. Bon, il y a d'autres types d'obstacles, les obstacles fixes. Mais pourquoi j'ai choisi les obstacles? Bon, c'est une argumentation. Pourquoi j'ai travaillé sur ça? Parce que les obstacles au mouvement, ça représente un haut risque pour ce genre de personnes, c'est-à-dire avec un risque. Donc l'application s'est tirée de cette application. Alors quand on parle des obstacles au mouvement, on parle des voitures, on parle des bicyclettes, on parle des personnes, on parle je sais pas quoi. Donc, oui. Voilà, donc, oui. Je suis d'accord, tout à fait d'accord. Donc on peut avoir d'autres sélections, c'est-à-dire on envoie donc des ondes. Hein. Mais ce que je peux dire, que c'est avec un petit caméra, juste pour vous mettre dans le contexte, qu'est-ce qu'on peut donner à une personne aveugle pour envoyer les ondes? Qu'est-ce que vous lui proposez? Il y a l'application, c'était général en fait. Mais dans ce cas-là, je vais faire une application qui ça sera embarquée dans les téléphones. Vous voyez que tout le monde a les téléphones maintenant. Et je peux avoir une application